To take the floor. You have the floor. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour. Dans les 40 ans passés depuis la ratification de la Convention, la Suisse a connu un nombre certain de constats de violation concernant la liberté d'expression. 9 arrêts définitifs au total. Pour autant, nous ne pensons pas qu'on soit confronté à un problème de principe avec cette garantie qui, on le sait, est fondamentale pour toute démocratie, société démocratique. D'ailleurs, seul un arrêt définitif avait pour l'objet une condamnation pénale. C'était l'affaire Daman de 2006. À vrai dire, il s'est toujours agi d'affaires assez particulières, voire uniques. La présente affaire est particulière, elle aussi, et elle est sensible. La décision de demander son renvoi n'a été prise qu'après mûre réflexion. Si la Suisse a finalement franchi le pas, ce n'est pas pour inviter la Grande Chambre à faire œuvre d'historien, à savoir à reconnaître les atrocités des années 1915 et suivantes comme génocide. Sur ce point, on est d'accord avec le requérant. Le Conseil fédéral ne l'a pas fait, les juridictions internes ne l'ont pas fait et la Chambre ne l'a pas fait non plus, suivant cela une jurisprudence bien établie de la Cour. Notre motivation est beaucoup plus modeste, mais en même temps, elle est déterminée. Nous sommes en effet convaincus que les juridictions internes ont rendu des arrêts dûment motivés avec un résultat parfaitement défendable. L'arrêt de la Chambre n'est pas convaincant, principalement pour 5 raisons, en partie liées les unes aux autres. Premièrement, la majorité de la Chambre ne tient pas suffisamment compte du cadre légal et de son origine. Deuxièmement, le constat de violation est basé sur des distinctions plus artificielles qu'objectivement justifiées. Troisièmement, lorsque la majorité admet que le discours du requérant était de nature à la fois historique, juridique et politique, elle ne tient pas vraiment compte du contexte dans lequel il faut placer les propos litigieux. Cette appréciation bienveillante, si j'ose dire, a été l'élément principal pour conclure que la marge d'appréciation des autorités internes était réduite. Avec l'opinion partie dissidente, le gouvernement plaide le contraire. Voilà la 4e raison. Et finalement, il faut le dire, la majorité s'écarte de la jurisprudence selon laquelle la Cour n'est pas une 4e instance. Le cadre légal d'abord. Le requérant a été condamné pour violation de l'article 261 bis du Code pénal suisse qui réprime, sous le titre marginal « discrimination raciale », entre autres la négation, la minimisation et la justification publique d'un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité. C'est le même alinéa. L'article a été introduit, il faut le rappeler, dans le contexte de l'adhésion de la Suisse à la Convention de l'ONU sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le Conseil fédéral avait en effet constaté, je cite son message au Parlement, que les lois de notre pays ne répondent pas ou seulement de façon incomplète aux exigences de la Convention. La mise en vigueur de la nouvelle disposition n'a pas été une chose facile. Les discussions au Parlement étaient fortement controversées. En général, vu le conflit entre la répression de la propagande raciste et les libertés d'opinion et d'association, et en particulier sur nombre de questions ponctuelles, dont celle de savoir si la disposition devrait viser d'autres génocides que l'Holocauste. La majorité a opté pour une formulation neutre. La loi vise donc un génocide et d'autres crimes contre l'humanité. Par la suite, le référendum a été demandé. La campagne de votation, elle aussi, a été exceptionnellement controversée. Le projet a finalement passé en votation populaire avec une majorité de 54%. Nous n'ignorons pas que d'autres États ont renoncé à réprimer pénalement des crimes en question, élément auquel la Chambre a accordé une grande importance dans le contexte
de l'examen de la nécessité de l'ingérence. D'ailleurs, d'autres États européens que le Luxembourg et l'Espagne, cités au paragraphe 120 de l'arrêt, peuvent aujourd'hui être mentionnés dans la Hongrie, la Lituanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, Malte, la Pologne, le Liechtenstein, la Slovénie et tout récemment la Grèce. À l'instar de ces pays, la Suisse a opté pour une disposition pénale. Gouvernement, Parlement et peuple l'ont voulu, estimant que le génocide et les autres crimes contre l'humanité font partie des crimes les plus graves qu'on peut imaginer et que leur négation, je cite l'arrêt Garaudy contre France, est de nature à troubler gravement l'ordre public et porte atteinte aux droits d'autrui. Certes, des voix critiques se sont régulièrement élevées après l'entrée en vigueur de la disposition en 1995. Jusqu'aujourd'hui, 16 propositions parlementaires ont demandé l'abolition ou une restriction du champ d'application. 15 ont été rejetées, la 16e n'a pas encore été traitée par le Parlement. C'est ainsi que dans son rapport de juin 2014 sur la Suisse, l'écrit, je cite, « se félicite que l'article 261 bis bénéficie toujours du soutien nécessaire ». Quels sont les biens juridiques protégés par cette disposition? La réponse donne en même temps un éclairage sur les buts légitimes poursuivis au sens de l'article 6, paragraphe 2. L'article est placé sous le titre 12 du Code pénal qui traite des crimes et délits contre la paix publique. À cet égard, les pénalistes parlent d'une infraction de mise en danger abstrait. Mais il y a plus que ça. La négation du génocide et d'autres crimes contre l'humanité est également susceptible de porter atteinte aux droits d'autrui, en l'espèce, et je cite la Chambre, paragraphe 75, à l'honneur des familles et proches des victimes des atrocités commises. Voilà le lien avec la dignité humaine qui est considérée, elle aussi, comme un bien juridique protégé, atteint cette fois-ci par une infraction de lésion. Ce qui est important dans ce contexte, la qualification juridique des dites atrocités et l'état de la recherche historique qui est à la base de cette qualification sont sans importance aucune pour déterminer si la paix publique est mise en danger et si les droits d'autrui sont atteints. En d'autres termes, parce que, et tant qu'il y a une position largement défendue qualifiant les événements de génocide, le tribunal fédéral part d'un consensus, les biens protégés sont atteints par des affirmations qui nient la dite qualification de façon apodictique et irréversible et l'étiquette de mensonge international. Dans de telles circonstances, le fait qu'il n'y a pas unanimité sur cette qualification importe peu. L'article 261 bis ne protège pas la vérité historique. Autre élément qui nous semble essentiel, le tribunal fédéral a relevé de façon certes succincte, mais sans ambiguïté aucune, que les événements constituaient des crimes contre l'humanité, dont la négation et la justification, on l'a vu, tombent elles aussi sous le coup de la disposition. La qualification juridique de ces événements a donc une portée relative lorsqu'il s'agit d'apprécier si la condamnation était une mesure nécessaire dans une société démocratique. Dans ce contexte, nous nous référons également à différentes tierces interventions et nous citons la jurisprudence de la Cour selon laquelle la constatation de crimes contre l'humanité en général apparaît comme l'une des formes les plus aiguës de diffamation raciale et de l'incitation à la haine. Il est vrai, et la Chambre le relève à juste titre, la condamnation du requérant a été la première prononcée en Suisse dans le contexte des événements arméniens. La Chambre en tire un argument pour contester le besoin social impérieux de la condamnation. Il y a des explications plus plausibles pour cette première, nous semble-t-il. D'abord, on peut supposer qu'il n'y a tout simplement pas eu beaucoup d'incidences qui auraient pu donner lieu à l'ouverture d'une enquête pénale, ce qui pourrait confirmer l'effet
préventive de la norme. Ensuite et surtout, le caractère exceptionnel des condamnations confirme que la disposition est appliquée avec retenue. Ce n'est pas la négation à elle seule qui justifie la répression, mais l'intention haineuse et discriminatoire qui doit s'y ajouter. L'article 261 bis, y compris son alinéa 4, suppose en effet au plan subjectif, en plus du comportement intentionnel, que ce comportement soit dicté par des mobiles de discrimination raciale. Je me réfère ici au considérant 5 de l'arrêt du tribunal fédéral qui est parfaitement clair sur ce point. Preuve d'une application prudente de la norme sont d'ailleurs d'autres affaires telles que l'acquittement de 11 ressortissants turcs par le tribunal d'arrondissement de Bern-Laupen, justement faute d'intention de discriminer. La Chambre cite ce jugement, paragraphe 125, qui, contrairement à ce qu'elle affirme, ne concernait toutefois pas le requérant. Une autre affaire, provenant comme la présente du canton de Vaud, concerne la négation du génocide de Srebrenica par 2 journalistes, affaire citée par le requérant également. Le procureur a ordonné le classement de l'affaire, concluant que les journalistes n'ont pas eu l'intention de porter atteinte aux victimes. Permettez-moi de revenir sur les principales distinctions qui étaient déterminantes dans l'argumentation de la Chambre. Le requérant n'aurait pas nié les événements en tant que tels, mais uniquement leur qualification juridique. On est d'accord, la distinction est évidente pour les juristes. Mais qu'en est-il du large public? Comment ce public a pu et dû comprendre ces propos? Dans cette optique, il nous semble difficile de limiter le terme « mensonge international » à la seule qualification juridique des événements. Cela d'autant plus qu'un mensonge se réfère à une question de fait plutôt qu'à une question de droit. Deuxième distinction, celle entre d'une part les génocides qui ont été reconnus comme tels par le droit international ou une juridiction internationale et d'autre part ceux qui ne l'ont pas été. Le gouvernement croit avoir démontré dans sa demande de renvoi les raisons pour lesquelles cette approche internationale ne saurait être suivie. Il trouve une confirmation solide dans l'argumentation de plusieurs tiers intervenants, notamment de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme et du groupe d'experts universitaires. En partie, ces interventions font référence à l'opinion dissidente des juges Vucinic et Pinto de Albuquerque, auxquels nous souscrivons également sans réserve. 2 autres distinctions doivent être mentionnées. Elles concernent le nombre d'États qui ont reconnu les événements comme génocide et par ceux qui l'ont fait, le nombre qui a pénalement réprimé sa négation. Se limiter à compter les États méconnaît la complexité du sujet. De toute évidence, la décision de reconnaître officiellement ou non un génocide peut avoir d'autres motifs que ceux portant sur la seule qualification juridique des événements. Ces autres motifs ne sont pas toujours du meilleur conseil quand il s'agit de tirer des conclusions juridiques. Quant au recours des États aux moyens du droit pénal, comme l'ont dit plusieurs des tiers intervenants, cette réponse constitue un des moyens pour lutter contre la négation de crimes de génocide et d'autres crimes contre l'humanité qui doit rester accessible aux États. On a rappelé les circonstances dans lesquelles notre disposition pénale a été adoptée et confirmée. On a également rappelé son origine, et je me réfère plus particulièrement à l'article 4, lettre B de la Convention CERT, qui encourage les États à déclarer délits punissables les activités de propagande qui incitent à la